Donc, le propos d'hier soir, c'était vraiment de vider nos sacs par rapport à cette saison absolument étrange et on va dire que c'était un épiphénomène, on espère d'ailleurs, parce que les propos qui ont été reportés essayaient de faire autant le poids entre ce qui était positif et négatif. Donc, on a bien retenu une énorme perte de chiffre d'affaires, mais surtout les dommages collatéraux qui sont liés au stress généré par l'absence de visibilité économique, l'absence de stock parfois, l'absence de prévision de jour en jour sur les réservations de location. Problèmes sociaux, problèmes psychologiques, nerveux, tout ça, on va essayer de le mettre derrière soi et de se dire que maintenant le printemps arrive. Vous voyez l'image derrière moi, vous voyez la photo. Donc voilà, c'est une photo d'été. C'est le lac du Mont-Cenis, un vététiste qui est un peu contemplateur. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, hop. Donc voilà, essayer de se mettre dans cette configuration ce matin. Donc on va passer un premier moment sur des moments d'inspiration pour essayer de se projeter, pour se mettre dans une dynamique de projection vers le futur, notamment pour accrocher la vision du territoire qui va vous être exposée et puis surtout, on va vous faire travailler. Donc ça, c'est le deuxième enjeu de la deuxième partie de la matinée. C'est-à-dire qu'à partir de tous les constats qui ont été faits, mais cette fois-ci les constats positifs d'hier, on va essayer de voir les leviers sur lesquels on peut transformer tous ces constats en action pour que ça ne reste pas des paroles vaines, des paroles comme on a tendance à entendre beaucoup à la radio, dans les médias, qui appellent toujours de leurs meilleurs voeux les choses, et puis en fait, on ne sait pas qui fait quoi. Là, on veut vraiment savoir qui va prendre en charge quoi, comment vous voyez les choses, comment vous préfigurez les choses, et quels sont les moyens qu'on peut se donner pour qu'elles se mettent en action. Voilà, je m'arrête là, Anne. Tu vas expliquer un petit peu plus le déroulement de la matinée. Je voudrais simplement d'abord excuser certaines personnes qui vont vraisemblablement pas pouvoir venir là tout de suite maintenant. Donc, on a Rosanne Artz, je crois, qui va pouvoir se connecter un petit peu plus tard. Stéphane Boyer qui va avoir une absence. Stéphane Boyer étant le maire d'Aussois. Voilà, et puis qui va revenir. Donc, il y aura peut-être des va-et-vient, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, au niveau technique, il y a de la fluidité, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je voudrais présenter Vincent Passini, qui est en fait, alors je ne dirais pas l'instigateur, mais l'animateur d'une démarche de diagnostic économique au niveau de la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise, la bien nommée ECO 2030, qui va nous présenter le diagnostic issu de cette étude qui est actuellement en cours, qui est constituée de 3 volets. Donc, il y a une partie comprendre, une partie d'analyse, on va dire, et il y aura également une partie opérationnelle. Voilà, donc vous verrez, ça ouvre pas mal les mirettes au niveau de la compréhension de notre territoire. Moi, ce que j'aime bien dans cette approche-là, c'est que ça nous donne une approche vraiment distanciée et ça nous aide à comprendre des choses sur lesquelles on a le nez tous les jours et on est tellement habitué que on ne les remarque plus. Donc, ça va être vraiment un moment d'intelligence, de compréhension de notre territoire, voilà, en plus et en sus de la super animation de pop rock dans ces moments d'inspiration. À vous. Merci Nathalie. Bienvenue à toutes et tous qui nous avez rejoints ce matin. Vous êtes 95, donc c'est bravo, merci d'être aussi nombreux. On va poursuivre effectivement. Je ne vais pas revenir trop sur le déroulé que vous a présenté Nathalie, puisque en fait, il y aura bien 2 temps ce matin. On va vous laisser ce qui est important des pauses, parce que c'est 3h30. Donc, vous aurez une pause d'un petit quart d'heure tout à l'heure pour aller vous aérer. Et puis, on en fera certainement une toute petite micro à la fin de cette matinée pour finir à 12h30. C'est important, on va tenir les délais ce matin parce que ça va être un peu dense. Et effectivement, comme tu l'as dit Nathalie, un moment plutôt d'inspiration et suivi d'échanges voilà, sur toute la deuxième partie de la matinée avec nos animateurs que je remercie encore ce matin, animatrices et animateurs qui sont là. Voilà pour cette partie-là. Je donnerai la parole tout à l'heure effectivement à Vincent. Je vous fais un petit point technique, même si vous commencez à avoir l'habitude, mais de bien penser à couper si possible vos micros quand vous ne parlez pas, d'utiliser pour le chat dès que vous le souhaitez, bien sûr, tout de suite, et puis aussi dans vos groupes, et puis après dans les plénières quand on fait des rendus, comme vous l'avez fait hier soir. Si vous voulez vous renommer, pour ceux qui ne sont pas renommés, il y a un petit moyen de se renommer en bas, en haut à droite, voilà, dans les 3 petits points. C'est plus facile parfois pour les animateurs qui vous ont dans les groupes.
Et puis voilà, pour ceux qui ont des problèmes de connexion, éventuellement peut-être couper sa caméra si vous voyez que votre connexion ne marche pas. Si certains ont des problèmes de connexion, comme l'a dit Nathalie, vous pouvez nous rejoindre. De toute façon, on vous intègre automatiquement dans les salles, dans les sous-salles, donc n'hésitez pas. Voilà pour ce petit point. On a parlé des animateurs de choc qui vont vous permettre aussi d'échanger en petits groupes ce matin de 8 à 10 personnes. C'est ce qu'on a voulu, c'est important, c'est d'être même à distance dans une relation un peu de proximité. C'est un peu difficile de dire ça, mais voilà, de vous laisser vraiment ce temps d'échange ce matin avec ces groupes. Alors, pour se lancer, parce que c'est bien de faire ça dès le matin, on va vous remonter un peu d'un cran pour vous présenter. Alors, c'est Laureline qui fera la présentation. Les tendances et puis des grandes tendances un peu de veille que nous, on observe aujourd'hui, qui sont les évolutions un peu de société, ce qu'on a vécu ces derniers mois. Et comme on vous l'a dit hier, un peu des éléments aussi importants d'évolution d'attente et d'usage à la fois de vos clients et qui vont nous permettre d'aller nous projeter dans une vision 2030-2035. Vous allez voir ce matin, on va vous projeter dans des scénarios un peu du futur, mais qui sont assez proches. Alors, j'en ai bientôt fini. Je vais laisser la parole à Laureline, mais je vous invite sur un petit papier avec votre crayon à prendre des notes sur ce qui va être dit ce matin, à la fois sur la vision aussi de votre territoire, quand Nathalie la présentera, pour ça vous permettre d'échanger tout à l'heure dans vos groupes, des choses qui vous questionnent, qui vous marquent, qui vous interpellent. Voilà, n'hésitez pas à prendre ces petites notes. Je laisse la parole à Laureline. Je vais prendre le relais. Anne, je vais prendre la main sur l'écran aussi pour pouvoir passer les slides. Oui, pas de souci. Je te nomme. Comme on le veut. Hop là, je partage l'écran. Et je démarre. On y est et on est parti. Voilà, donc l'idée, c'était de partager deux types d'éléments. Déjà, plutôt une vision des tendances globales dont on pense, nous, qu'elles vont impacter le futur en montagne en général et sur votre territoire en particulier. Donc, plutôt une vision très macro. Et ensuite, une partie qui va plus toucher sur ces tendances macro, comment est-ce qu'elles peuvent faire bouger les usages et les comportements clients. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse jongler entre ces deux types d'éléments pour vous inspirer. Donc, sur ces tendances, en fait, aujourd'hui, nous, on travaille vraiment à partir de scénarios qui sont existants, hein, c'est-à-dire qu'on travaille à partir d'éléments du GIEC, de l'ADEME, de l'INSEE, de l'ONU, et c'est plutôt de dire, en fait, ces grandes tendances-là, quels sont leurs impacts sur la montagne. Donc, toujours dans une vision vraiment long terme. Donc la première, et ceci n'est pas une conférence de Samuel Morin du Centre national d'études de la neige, c'est le climat. Je vous passe rapidement sur les données scientifiques avec 4 scénarios aujourd'hui. Donc on sait que le 2.6, qui est le scénario le plus favorable, aujourd'hui il est dans l'ensemble abandonné par la communauté scientifique. Et l'enjeu et l'objectif collectif qu'on se fixe, c'est de maintenir un scénario qu'on appelle RCP 4.5 qui maintiendrait l'augmentation des températures à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Le GIEC publie un nouveau rapport en 2022 qui revoit ces scénarios-là. Qui sont dans l'ensemble un peu tous réévalués à la hausse, malheureusement. Et en fait, ce qui est important à voir, c'est plutôt l'impact que ça va avoir sur nos montagnes, avec bien sûr un impact sur l'enneigement. Les petits points de gauche, vous le connaissez peut-être, c'est une étude qui a été faite, entre autres, par le Centre national d'études de la neige, donc les équipes de Samuel Morin et de Spandre, sur les impacts du réchauffement sur les domaines skiables, notamment en prenant en compte la neige de culture et le damage, puisque le damage et la neige de culture permettent bien sûr de maintenir en l'état le manteau neigeux. Et donc, ils ont fait des projections à 2050 et à la fin de siècle pour connaître la viabilité en fait, d'un certain nombre de domaines skiables. Et sachant que la viabilité, c'est une exploitation au moins 100 jours par an et une fiabilité de l'enneigement aux altitudes données, au moins 7 hivers sur 10. C'est ça les éléments. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on est dans un scénario 8.5 en fin de siècle, on aura bien d'autres soucis que de savoir s'il faut skier ou pas, très clairement, au-delà du fait que nos stations ne seront pas exploitables. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, jusqu'en 2050, dans l'ensemble,
Et notamment, compte tenu des investissements qui existent aujourd'hui, du damage de la neige de culture, on devrait pouvoir continuer quand même à faire du ski chez nous. Donc, c'est quand même à prendre en compte, c'est dire, en fait, jusqu'en 2030, 2050, enfin plutôt 2050, ça va. Et par contre, c'est vraiment après 2050 que les scénarios divergent complètement. Ne serait-ce que parce que ce qu'on commence à faire aujourd'hui aura des effets dans 30 ans, compte tenu de l'inertie liée à l'atmosphère. Sur la droite, vous avez le paysage de la mer de glace. En 2050, c'est Créa Mont-Blanc qui a travaillé là-dessus. Alors, si on faisait l'exercice sur la Haute-Maurienne, ce serait pareil, c'est qu'on a des étages de végétation qui évoluent, et y compris des espèces, notamment les espèces d'altitude, qui se réfugient de plus en plus en altitude. Donc, il y a aussi un impact sur la biodiversité. Et puis, impact sur les températures, et là, on parle de l'hiver, mais aussi l'été, avec des canicules et des sécheresses beaucoup plus fréquentes. Dans les Alpes, d'ici 2050, la température moyenne à 1800 mètres d'altitude aura augmenté de presque 2,5 degrés. 2,5 degrés, c'est français ce que je dis. Voilà, donc à la fois, c'est compliqué, à la fois, ça crée des opportunités parce qu'il fera plus frais chez nous, sûrement, et on fera partie peut-être des endroits où il y aura encore un peu d'eau. Ça, c'est l'évolution des températures en Isère, mais je n'ai pas besoin d'y aller. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? C'est que l'enjeu, c'est qu'on doit s'adapter aux évolutions de l'enneigement et des températures. Donc, ça impacte bien sûr le modèle ou la rentabilité de l'exploitation liée au ski, parce qu'en fait, on va devoir investir sûrement plus pour maintenir une exploitation et pour maintenir un niveau d'enneigement qui soit correct, avec peut-être, voire sûrement des saisons plus courtes ou décalées ou plus hétérogènes. On le voit et vous le vivez depuis plusieurs années avec des variations très fortes de température, du vent, des intempéries, et en plus, en haute altitude, le pergélisol qui fond et qui menace certaines installations. Donc, l'enjeu, ça va être aussi sûrement pour les exploitants, oui, et pas que les exploitants de domaine skiable, aussi les collectivités, d'arbitrer autrement sur les investissements, les aménagements. Nous, on se questionne aussi sur l'impact sur les représentations. Alors, représentation, c'est vraiment les représentations mentales des clients liées aux activités hivernales. On l'a un peu entendu ces 2 dernières saisons, le fameux « le ski c'est mort »,« les stations sont mortes à cause du réchauffement climatique », etc. Alors, cet hiver, on a vu que ce n'était pas le cas, en tout cas au niveau de l'enneigement, mais on se dit... c'est quoi l'impact à long terme si on se répète ça un peu trop souvent? Est-ce que demain, ça peut finir par faire que des gens vont se dire oui, finalement, je ne vais peut-être pas aller au ski parce que en fait, c'est vraiment plus trop d'actualité. Et en termes d'opportunités, c'est la montagne, îlot de fraîcheur. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de gens. Alors, s'il y a des agents immobiliers parmi vous, et notamment en Valais, nous, les infos qu'on a, notamment de Savoie et Haute-Savoie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter des maisons en montagne, y compris dans les vallées, pour échapper à la chaleur toute l'année. Donc, on est presque sur des investissements de villégiature. Et puis, la partie air pur. Donc, ça, c'est pour le climat. Deuxième tendance macro, c'est la raréfaction des ressources, et notamment l'eau. Alors, avec des petits schémas qui font un peu mal aux yeux, mais ce qu'il faut retenir sur la France du bas, c'est le débit moyen des cours d'eau à l'horizon 2050-2070. Nous, là où on est quand même entre du jaune ou du rouge, donc on est entre moins 10 et moins 25% de débit de nos cours d'eau, et surtout avec des étiages. Donc, un étiage, c'est vraiment le moment où le cours d'eau est le plus bas, qui vont être beaucoup plus précoces en saison. Donc, avec vraiment cet effet de sécheresse et des nappes d'eau qui ne se rechargent pas ou qui vont moins bien se recharger. Donc, l'eau, ça va devenir un vrai sujet. La chance qu'on a en montagne, et qu'on va encore avoir, c'est que l'air de rien, via notre hydrographie, via le fait qu'on reste une barrière climatique et que quand il pleut chez nous, on va sûrement être un des endroits où il y aura encore de l'eau, notamment parce qu'il y a énormément de barrages. Je crois que 65% des barrages français sont en montagne, sont sur des territoires de montagne. Donc, en fait, on va sûrement devenir des lieux qui géopolitiquement seront stratégiques parce qu'on maîtrisera la ressource en eau. Et c'est vraiment à prendre en compte, et notamment pour le reste du territoire français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos vallées de Maurienne, de Tarentaise, de Vanoise, etc., on est ce qu'on appelle en tête de bassin versant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est nous qui récupérons l'eau en premier. Et en fait, la fin de notre bassin versant, c'est le Rhône, notamment, et la vallée du Rhône, qui est l'endroit où il y aura le plus de sécheresse. Donc, les questionnements aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que demain, on va être obligé, nous, de se priver d'eau pour alimenter les bassins les plus bas, avec beaucoup de personnes qui vivent, avec de l'agriculture, etc. En tout cas, c'est vraiment un enjeu qui nous semble structurant à prendre en compte, y compris pour vous dans votre gestion quotidienne de l'eau ou dans la capacité à la capter et à la garder.
Troisième tendance, la pression démographique. La petite carte à droite montre que quand on est en vert foncé, c'est des endroits où on aura plus de 20% d'augmentation du nombre d'habitants d'ici 2040. Donc là, on est vraiment à échéance 20 ans. Les infos qu'on a sur la Maurienne, c'est l'INSEE qui le dit, c'est qu'on aurait plus 7000 ménages. Donc ce serait à peu près la même augmentation que l'ensemble de la Savoie. En fait, alors notamment en entrée de vallée avec un peu la cluse de Chambéry qui drainerait des gens, mais aussi sur les bouts de vallée. Et 30% seraient liés au vieillissement de la population, donc notamment de nouvelles installations. Exemple sur la Tarentaise, on est à une moindre augmentation, plutôt 50%, et la moitié liée au vieillissement. Parce qu'en fait, la Tarentaise, le problème, c'est le prix du foncier, alors que sur la Maurienne, on devrait avoir un dynamisme démographique plus grand. Et puis, augmentation des seniors. Et du coup, il y a plusieurs enjeux. Il y a dire comment on loge ces nouveaux arrivants. En moyenne, on estime que ça crée un besoin d'à peu près 220 logements par an pour aller loger ces nouveaux ménages. Et quels seraient les impacts, du coup, sur l'urbanisme, sur les prix de l'immobilier, voire sur la mobilité quotidienne. Est-ce que demain, c'est sur un territoire où peut-être on va manquer de logements, où on va avoir besoin de logements, est-ce que c'est acceptable d'avoir un immobilier de loisirs qui est occupé que quelques mois par an? Alors, j'ai envie de dire, quand on est dans un endroit touristique, ça fait bizarre de dire ça, mais peut-être. Et aussi, comment on répond aux besoins croissants d'infrastructures de loisirs des jeunes seniors et seniors plus. Si on dit qu'on a 30% de notre augmentation de clientèle qui sera liée au vieillissement de la population, c'est qu'on a peut-être une identité touristique du territoire ou une identité tout court qui va changer avec peut-être des besoins ou des usages des clients qui vont changer. Quatrième tendance, l'artificialisation des sols. La surface artificialisée en France aujourd'hui, elle est 10% et elle augmente plus vite que la population française. L'objectif de l'Union européenne à 2050, c'est le fameux zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on doit rendre à la nature autant d'espace qu'on en artificialise. Quand on fait un parking, par exemple, on artificialise. On n'a pas besoin de construire une maison dessus. Sur les communes de montagne des Alpes, vous voyez qu'entre 2006 et 2012, en gros, on a plutôt grignoté des terres agricoles, énormément, un peu moins de forêts, de milieux semi-naturels pour artificialiser. C'est dû notamment à la construction immobilière, mais aussi à tout ce qui est, je disais, un peu parking, artificialisation, etc. Donc, en fait, en montagne, on a une pression foncière croissante qui empiète sur les terres agricoles et les espaces naturels. Avec vraiment un enjeu qui est de dire, si on construit, si on continue à construire des lits, des commerces, des infrastructures, comment on fait pour tenir le fameux zéro artificialisation net? Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits qu'il faut qu'on rende à la nature, ou alors qu'on doit vraiment travailler sur le réemploi et la rénovation plutôt que sur les constructions nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui de l'immobilier qui est inoccupé? Sûrement l'enjeu de la densification, alors c'est un peu moins le cas chez vous, mais je vous donne l'exemple de la Haute-Savoie où on a des territoires avec énormément de maisons individuelles et du coup qui sont un peu mités, donc très artificialisés. Il y a sûrement l'enjeu de la densification. Et puis, l'artificialisation, ça pose le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent chez vous pour les espaces naturels. Et donc, comment on fait pour maintenir cette attractivité-là à long terme, alors qu'on a une pression démographique et une pression foncière qui va en augmentant? Cinquième tendance, sur l'agriculture, plutôt, je ne vais pas vous faire un exposé sur toutes les évolutions, peut-être juste quelques tendances clés. Une crise liée à la forêt. La forêt française, elle est un peu en crise, ne serait-ce parce qu'on n'arrive pas à l'entretenir assez, parce qu'elle est attaquée par la sécheresse, par les scolytes, etc. Et on a aussi des changements dans l'alimentation des Français. D'ici 40 ans, on devrait manger 2 fois moins de viande, par exemple. Donc ça va avoir un impact, notamment quand on est à un endroit où on a beaucoup d'élevage, par exemple. Et surtout, on a donc baisse de la consommation de viande, on a des coûts d'élevage qui augmentent l'eau et notamment le fourrage, puisque si on a plus de sécheresse, en général, on fait les foins un mois plus tôt presque qu'il y a 15 ans. Et donc, pour continuer de nourrir les bêtes toute la saison, on est obligé d'acheter de quoi les nourrir. Donc, en fait, en jeu, c'est quoi les impacts sur le pastoralisme en montagne?
Aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille un petit peu avec le territoire du Jura. La filière comté, il y a une grande proportion d'agriculteurs qui sont en train de se poser la question de réduire leur cheptel, en fait, à cause notamment de l'augmentation de ces coûts d'élevage et de la baisse de visibilité qu'ils ont, en fait, sur leur capacité à continuer à entretenir ces cheptels. Avec, alors plus largement, hein, c'est un peu provoque de dire ça, mais c'est quoi l'avenir de nos AOP et de nos fromages de montagne? Aujourd'hui, il y a des gens qui projettent que les fromages AOP vont devenir des produits un peu de luxe, c'est-à-dire qu'on va baisser la production avec des prix qui vont vraiment augmenter. Alors, la chance qu'on a sur nos territoires de montagne, et notamment Savoie-Haute-Savoie, c'est qu'on a beaucoup d'AOP AOC, donc en fait, avec des fromages qui ont vraiment de la valeur. Mais sûrement de dire, en fait, comment on s'oriente vers peut-être une baisse de la production, mais avec des produits beaucoup plus chers. Et puis, sur le sujet de la gestion de la forêt, de la régénération des sols, et ça, c'est plutôt positif, hein, c'est que le développement de l'agroforesterie et de l'agriculture régénérative pourrait sûrement nous dire qu'il y a une opportunité de dire comment on fait pour que la montagne soit un puits de carbone, en fait, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, par la gestion de la forêt, par une bonne ou une meilleure gestion des sols pour qu'ils aient la capacité à capter plus de carbone. Et en tout cas, il y a sûrement un potentiel pour augmenter la capacité de nos territoires à capter du carbone. La mobilité. Alors, il y a plusieurs choses sur la mobilité. C'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui ont le permis de conduire et de moins en moins de jeunes qui ont des voitures. Ce qui veut dire que naturellement, si nos territoires ne sont pas accessibles autrement qu'en voiture, ils perdent de l'attractivité. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le radar de ces générations-là. Donc, c'est un sujet, alors ça ne se voit pas trop, hein, parce qu'en fait, c'est un peu de l'érosion, mais le nombre de détenteurs du permis de conduire de 18-24 ans, il a baissé de 10 points entre 2000 et 2006, je crois, par exemple. Donc, c'est quand même, c'est pas anodin. L'enjeu du maintien des infrastructures en l'état, la tempête Alex, c'est un très très bon exemple, c'est qu'on a aujourd'hui des infrastructures, notamment en montagne, avec entre autres le changement climatique, qui sont de plus en plus soumises à des intempéries assez violentes, donc avec des dégradations. Et aujourd'hui, par exemple, dans la Roya, on sait qu'il y a des infrastructures qui ne seront jamais reconstruites. Et du coup, c'est de se dire, nous, est-ce que c'est un sujet sur notre territoire ? Est-ce que demain, on saura maintenir l'ensemble de nos infrastructures en l'état, que ce soit des routes, des tunnels? Est-ce que le rail, c'est une alternative? Et jusqu'où est-ce que c'est une alternative? Et avec aussi le sujet qu'on risque d'avoir une taxe carbone, on aura probablement une taxe carbone sur les transports avant 2030, hein, on se dirige droit vers ça. Et donc, du coup, quels impacts ça a sur notre attractivité touristique, sur la capacité de nos visiteurs à nous rejoindre demain? Je pense notamment aux clientèles étrangères, alors qu'ils ne sont pas forcément majoritaires chez vous, mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Au-delà, en plus des sujets de mobilité du quotidien. Septième tendance, la transition énergétique. Je vais aller assez vite dessus. C'est juste de dire aujourd'hui, on a des objectifs qui ont été fixés dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là, je vous ai mis les objectifs de l'Union européenne. C'est le zéro net émission en 2050 et donc une réduction de 50% de nos émissions de carbone à échelle 2030. Et c'est une part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de 32%. Avec du coup un sujet de dire comment est-ce que notre territoire fait sa part de ces objectifs-là et comment on s'assure que nous, on sait peut-être produire de l'énergie renouvelable. Alors, il y a en plus une histoire autour de l'hydroélectricité dans nos territoires. Donc, ça peut en faire partie. Il y a un certain nombre de projets en montagne en ce moment d'aller utiliser notamment les installations de neige de culture pour aller turbiner pour mettre des turbines dedans et aller stocker de l'électricité. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller en stocker. Donc ça, c'est un sujet. Et ce qui est bien, c'est que l'air de rien, en 2050, clairement, les solutions de production et notamment de stockage d'électricité, parce qu'aujourd'hui, c'est un des sujets, auront progressé et on saura même le faire de manière autonome et s'installer dans des zones peut-être plus désertes. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement positif. Dans le Haut-Doubs, par exemple, aujourd'hui, il y a un vrai développement de tout ce qui est solaire. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas forcément l'endroit le plus ensoleillé de France. Par contre, le solaire, ça a des très gros rendements sur la neige, en fait, puisque l'albédo de la neige augmente le rendement des panneaux solaires, par exemple. Alors, il y a beaucoup de gens c'est plus compliqué parce que ça demande beaucoup d'études, en fait, d'installer des ENR en montagne. Par contre, on a des rendements qui, dans l'ensemble, sont assez bons. Donc ça, voilà, c'est plutôt pour vous amener là-dessus.
Donc ça, c'est les 7 grandes tendances un peu macro qu'on voulait partager avec vous. Et vous le voyez, ces tendances, elles impactent en fait nos comportements, voire nos représentations. Donc en fait, en termes d'évolution des usages, c'est plutôt comment est-ce que ça fait changer nos usages. En fait, nous, on a une conviction chez Pop Rock, alors qui n'est pas que la nôtre, mais en tout cas depuis maintenant 2 ans qu'on scanne vraiment l'évolution des comportements clients, notamment liés au sujet de développement durable. C'est qu'en fait, en 2 ans, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu une accélération dans le niveau de maturité des consommateurs au sens large. Et en fait, on a l'impression qu'on est à un moment clé où le comportement et les attentes du grand public ont évolué très, très vite sur l'année qui s'est écoulée. Et du coup, sûrement plus vite que les stratégies d'entreprise et les politiques publiques. Ça ne veut pas dire que les entreprises ou les collectivités n'ont pas envie de bouger, mais c'est le temps de décalage. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est se dire, il y a énormément d'attentes des consommateurs, donc ça met la pression. Par contre, ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter énormément de choses. Donc, on le voit vraiment, nous, comme une opportunité. Pour illustrer ça, exemple, c'est l'étude ADEME sur les représentations sociales du changement climatique. Je crois qu'on a le lien qui est intégré dans la présentation qu'on vous fera passer. Elle existe depuis 21 ans, cette étude, donc c'est vraiment intéressant de voir depuis 21 ans comment la perception du changement climatique a évolué. Et dans toutes les questions, je vous en ai mis juste une sur est-ce que en fait, les Français pensent que le changement climatique va les amener à modifier leur mode de vie. Et on leur a demandé s'ils pensaient que c'était une opportunité ou une contrainte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 56% des Français pensent que c'est une opportunité, c'est plus 7 par rapport à l'année d'avant. Et l'ADEME, ce qui est bien, c'est que tous les ans, ils interrogent des cibles précises. Donc, cette année, ils interrogeaient les parlementaires. L'an dernier, c'était les élus locaux. Et vous voyez le décalage, c'est que sur les parlementaires, il y en a juste un quart qui pensent que c'est une contrainte. Si on ne parle que des sénateurs, je crois que c'est la moitié de ça. Donc, c'est vraiment plutôt là pour illustrer ce décalage en fait, de vue entre le grand public et plutôt les institutions. Hop là, ça, je vais passer assez vite. Et du coup, voilà, les citoyens avancent. Alors, les premiers, c'est aussi dans les entreprises qui sont en train de faire bouger leurs propres entreprises. Alors, il y a des exemples aux États-Unis, il y a des exemples chez EDF en ce moment aussi, notamment sur la privatisation des barrages. Et puis, les plus jeunes, les étudiants, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, il y a plus de 40 000 étudiants maintenant qui l'ont signé, ou en s'engageant à ne pas aller travailler notamment pour des entreprises qui font la promotion des énergies fossiles, entre autres. Et puis, les citoyens, c'est aussi leur engagement quotidien au plus près de leur territoire. C'est le cas chez vous, c'est le cas à la Clusa en ce moment sur des projets de retenue collinaire. On l'a vu l'an dernier, non, c'était il y a 2 ans, sur les glaciers en Autriche. Donc, en fait, c'est dire aujourd'hui, c'est un sujet dont s'emparent les citoyens et ils sont capables d'aller faire bouger les lignes, en fait, d'aller faire abandonner des projets, d'aller poser des projets. Et en fait, le poids et le pouvoir d'influence des ONG a énormément augmenté ces dernières années, et notamment le niveau de confiance qu'ont les citoyens dans les ONG, parce que pour eux, il y a une notion de neutralité, de non-conflit d'intérêts en fait, de ces ONG qui font qu'il y a une vraie confiance en fait, dans ces institutions sur les sujets de développement durable ou de transition écologique au sens large. Donc ça, c'est la partie plutôt citoyen développement durable. Un petit focus quand même sur les usages numériques, parce qu'on cette année, on s'est tous dit qu'on allait sauver nos territoires de montagne parce qu'on aurait tous des milliers de télétravailleurs qui viendraient travailler chez nous. Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2050, très clairement, voire même avant, le télétravail et le téléenseignement, c'est très important, nous permettront de vivre plus loin des grands bassins d'emploi et d'enseignement. Aujourd'hui, les emplois qui sont télétravaillables, c'est des emplois un peu col blanc, entre guillemets. Sûrement que d'ici 15 à 20 ans, il y aura beaucoup plus d'emplois qui seront, alors je dis télétravaillables ou délocalisables, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les usages sont en train de se modifier en profondeur. À gauche, c'est l'évolution des téléconsultations en 2020, et on voit que malgré la vague de mai, en fait, on a conservé un très très haut niveau d'utilisation de la téléconsultation, et en fait, il y a des choses
qui sont rentrés dans les usages. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, en fait. Donc sur la notion de numérique, de proximité ou du quotidien, il y a vraiment des transformations qui sont en train de se faire. Donc, on peut effectivement imaginer en montagne qu'il y ait des nouvelles populations d'habitants permanents ou semi-permanents, hein, notamment les fameux résidents secondaires. Et c'est un des effets, et vous le voyez depuis un an, hein, il y en a un certain nombre qui viennent habiter chez vous, qui viennent passer un petit peu de temps. C'est sûrement très hétérogène selon les territoires. Et c'est un peu le sujet, avec un vrai enjeu qui est est-ce qu'on sait leur proposer les services qui vont avec, notamment la connectivité, qui est un vrai sujet que vous devez vivre au quotidien en ce moment lors de vos visioconférences. Et en fait, ça va devenir un prérequis de service. Avec un certain nombre de services, notamment est-ce que c'est accessible, est-ce que si j'ai un rendez-vous à Lyon, à Paris, je peux repartir rapidement, est-ce que j'ai un minimum de services professionnels. Mais en tout cas, c'est un enjeu et c'est sûrement un levier de développement activable à court terme. En fait. Autre tendance en termes de comportement, le fameux retour à la nature, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais plutôt de dire que ce n'est pas une mode, c'est en train de devenir une nécessité. Et que, bien sûr, l'attention à la nature, elle est amplifiée par la crise en cours. Je vous mets juste le résultat d'une petite enquête qu'on a fait l'an dernier, qu'on a fait quand même auprès de près de 7000 clients de marques de montagne. Aujourd'hui, le milieu qui est le plus associé à la nature spontanément par les gens, c'est la montagne. Plus que les océans, plus que la forêt, etc. Parce qu'en fait, malheureusement, les océans aujourd'hui, c'est plutôt associé au plastique. Et donc ça, c'est une vraie opportunité, c'est qu'en fait, naturellement, enfin spontanément, notre territoire, il a cet imaginaire vraiment autour de la nature et c'est quelque part, c'est notre plus grande force pour les années à venir. Mais ça, vous le savez. Et puis, autre tendance, le local. Alors, au-delà des circuits courts, hein, c'est qu'on est dans un moment où ce qui est proche de moi, ça me rassure. Et en plus, c'est un peu responsable aussi. Il y a une espèce d'amalgame un peu qui se fait pour les clients. Et c'est de dire, en fait, c'est mes achats, d'où ça vient, qui est-ce que ça fait vivre. C'est aussi mes loisirs, mes vacances, le fait de partir moins loin, de partir là où je connais. Et c'est aussi quel est mon impact, que ce soit en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et je veux avoir un impact local. Avec du coup, si on parle que des vacanciers ou des loisirs, c'est l'évasion près de chez moi. Alors, on l'a vécu depuis un an énormément parce que les gens ne pouvaient pas trop partir. C'est de se rendre compte qu'on peut aller en vacances à 10 km de chez soi et que, à la limite, quand j'habite Saint-Jean-de-Maurienne, je peux aller passer mes vacances à Ossois. Et d'ailleurs, c'est sûrement déjà le cas de plein de gens. Mais en tout cas, vraiment de se dire, il y a ce sujet de la relocalisation de nos clientèles. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça sert les sujets de bilan carbone. Et puis, je vous le disais, c'est effectivement ce retour à l'essentiel. Et en fait, c'est ce qui est sain et local et équitable et responsable. C'est un peu la même chose parce qu'en termes de représentation, vous savez bien, nous, on n'est pas rationnel, c'est qu'on fait par association d'idées, quoi. Donc, on se dit, si c'est local, c'est sûrement un peu plus responsable, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est la question du sens, en fait, que ça. Donc, c'est vraiment intéressant de dire comment est-ce que nous, on arrive peut-être à faire émerger pour notre destination cette image de local, proche des gens et aussi, du coup, responsable. Et puis, un des derniers éléments que je voulais partager avec vous, c'est sur les expériences et les expériences outdoor. Et l'année écoulée a fait que, l'air de rien, beaucoup de gens, et y compris des gens qui sont très sportifs, qui fréquentent la montagne pour faire des activités, etc., ont été éprouvés, ont plutôt cherché un peu du repos et du ressourcement et se dirigent peut-être moins vers de la performance et plus sur la notion de plaisir ou juste la sensation d'être dehors. Et en fait, c'est de dire que l'outdoor, c'est en train de devenir non pas une activité, mais une expérience un peu holistique et multisensorielle. Et donc, l'enjeu, sûrement en termes de promotion des expériences, ce n'est pas forcément d'aller dérouler des catalogues d'activités ou d'avoir le plus d'activités possible, c'est vraiment de dire quelles sont les expériences un peu uniques qu'on est capable de proposer, avec notamment la recherche peut-être de moments un peu différents, la nuit, le soir, le matin, des moments un peu uniques,
ou la notion de nano-expérience presque outdoor, hein, de dire partir 1 heure dehors, quoi. En fait, rien que ça, je peux me faire ma mini-aventure à côté de chez moi. Quand je télétravaille, c'est ma pause d'1 h 30 le midi, etc. Et peut-être de se dire, il y a peut-être des choses à imaginer comme ça qui vont plus loin que juste se diversifier en proposant plus d'activités. Et puis, pour terminer, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a des gens qui nous montrent un peu la voie, et notamment le monde économique, il est en train d'avancer, l'air de rien. Surtout, c'est que choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont les gens avancent sur ces sujets, c'est en disant « Ah, on a arrêté de faire ça. Ah, on a arrêté de faire ça. » Donc, par exemple, les cafés Marlette ont arrêté de faire des avocados toast à leur carte. Alors, ça peut sembler un peu anecdotique, sauf qu'en fait, c'était le produit qui se vendait le mieux chez eux. Et en disant, en fait, c'est un choix qu'on fait parce qu'on estime que ça consomme trop d'eau. La marque Picture Organic Clothing a annoncé qu'ils arrêtaient d'utiliser des polybags pour leurs vêtements. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de lancer un mouvement dans la filière outdoor, hein, puisqu'il y a d'autres marques qui sont en train d'arrêter. Ou une marque comme Decathlon qui est en train de créer l'affichage environnemental pour les produits, avec des notes, comme on a un peu sur l'électroménager, hein, ou sur la performance énergétique des bâtiments, pour évaluer l'impact environnemental des vêtements. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des marques qui sont en train vraiment d'avancer pour nous aider, nous, consommateurs, à consommer plus responsablement, soit en nous donnant les bonnes infos, soit en nous proposant des alternatives durables. Donc, ça, c'est très encourageant. Même si on a des fois, malheureusement, des retours un peu du monde d'avant. Voilà, quelqu'un comme Emmanuel Faber, l'ex-patron de Danone, qui avait fait de l'entreprise la première entreprise à mission cotée en bourse, malheureusement été évincé par le conseil d'administration et notamment 2 fonds dissidents, hein, qui étaient récemment entrés au capital. Donc, il nous montre qu'il y a quand même encore un peu de chemin, à faire. Ce qui est intéressant dans l'affaire Faber, c'est qu'en fait, c'est le départ d'Emmanuel Faber qui a fait énormément bouger dans les médias, qui va peut-être faire au final accélérer les choses. Et le fait qu'on en parle énormément montre qu'en fait, sûrement, on n'est pas complètement revenu en arrière. Je crois que j'en ai fini. J'espère oui, merci Laureline. J'ai bien tenu le timing. Tu as très bien tenu le timing. Merci parce que c'était dense. Durant l'écran. Voilà, je vais repartager mon écran. Hop, je vous demande juste un petit moment. Normalement, vous allez voir. Alors, j'espère que vous avez noté des petites choses. Je vous ai vu prendre des notes. J'ai vu des échanges déjà dans le chat. L'idée, c'est qu'on va laisser la parole et on prendra les petites remarques après, puisqu'en fait, on va pouvoir justement se parler de ce qui vous a fait réagir sur ces tendances, sur ces usages. Voilà, j'ai vu pas mal de choses réagir et de gens réagir. Je vais donner la parole à Vincent pour plutôt d'ailleurs les prolonger ces éléments de tendance et notamment avec le focus sur le territoire. Je vais représenter très rapidement comme Vincent, mais Nathalie l'a fait. Vincent qui est enseignant-chercheur au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, et qui est consultant également par ailleurs. Je crois que votre entreprise s'appelle La Clé Proactive, si je ne dis pas de bêtises. Donc Vincent va nous présenter le diagnostic qui a été fait justement sur le territoire. Il va certainement nous reprendre d'ailleurs et réappuyer sur des sujets qui ont été évoqués par Laureline, et après on vous laissera aussi échanger. Donc continuez à prendre vos petites notes. Vincent, je vais vous laisser partager votre écran si vous le souhaitez. Normalement, vous avez la main et vous pouvez aussi activer votre micro. Si vous n'arrivez pas à partager, je reprendrai la main, mais normalement, ça marche. Apparemment, j'ai des soucis sur le partage. Eh bien, c'est pas grave. Dans ces cas-là, c'est moi qui avance. Comme ça, je vous laisse vous lancer et moi, j'avance vos petites slides. Il n'y a pas de souci, Vincent. Oui, juste pour resituer le contexte, le territoire haute-Maurienne-Vanoise a lancé une démarche qui s'intitule Éco 2030 et c'est plutôt une entrée par l'économie, d'accord ? Mais on voit bien qu'en réfléchissant à l'économie, eh bien, au final, on tire des fils vers le social, vers l'environnement. En fait, aujourd'hui, il y a une problématique beaucoup plus générale, c'est qu'on ne peut pas dissocier la réflexion économique du vivant.
En gros, jusqu'à maintenant, on ne s'est pas tellement soucié des impacts sur les écosystèmes vivants et on se rend compte qu'évidemment, il va falloir réfléchir différemment. Mais bon, ça, c'était l'entrée en matière. Alors, juste une première carte qui montre un petit graphique qui a été élaboré par un chercheur qui s'appelle Laurent Dazy, qui part d'une théorie qui existe en économie, qui existe depuis presque un siècle. C'est en gros, un territoire ne se développe pas simplement avec ce qu'il produit, mais avec ce qu'il capte. Et donc, vous voyez à l'écran deux courbes, une courbe rouge, une courbe verte. La courbe rouge, c'est le PIB par habitant. La courbe verte, c'est les revenus par habitant. Elle part de la révolution industrielle et on compare des régions entre elles, d'accord, depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous voyez, la courbe, elle monte, c'est-à-dire que quand elle monte, il y a une augmentation des disparités entre les régions et quand elle descend, eh bien, on diminue ces disparités, ces écarts diminuent entre les régions. Mais ce qui est intéressant, c'est la corrélation qui existe entre ces deux courbes. On voit que depuis la révolution industrielle jusqu'après la guerre, on va dire dans les années 60, quand on produisait de la valeur ajoutée sur un territoire, mécaniquement, les revenus augmentaient. D'accord ? C'est-à-dire que la courbe rouge, la courbe verte sont parfaitement reliées, corrélées. Donc voilà. Et à partir des années 60 et encore plus à partir des années 80, elles se décorrèlent. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus en lien l'une avec l'autre. Alors, ça a plusieurs significations. On n'a pas le temps, évidemment, de rentrer dans le détail, mais ça rejoint ce qu'a un peu dit Laureline tout à l'heure. C'est que, grosso modo, vous pouvez constater sur un territoire une création de richesse, une augmentation du PIB, et en revanche, pas nécessairement de revenus. On voit même des territoires où le PIB a baissé, les revenus ont augmenté. Et donc, vous voyez cette décorrélation de courbes, et à chaque temps, finalement, correspond un type de modèle. Je l'ai symbolisé par la boucherie sans eau pendant au milieu du XXe siècle. Vous avez l'hypermarché, le supermarché à partir des années 60-80, et puis après, on est sur le modèle Amazon. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que là où on crée la richesse, ce n'est pas forcément là où elle est distribuée. Mais ça va avoir plusieurs conséquences sur les modèles. C'est-à-dire que dans le modèle avant la guerre, on n'est plus sur des logiques de stock, de proximité, de périmètre. Aujourd'hui, on est sur des logiques de flux, d'échelle, d'articulation de ressources et non pas de proximité, mais d'accessibilité. Et ça pose évidemment plein de problèmes parce que derrière, si vous regardez les choses en termes de revenus, alors il faut avoir en tête que aujourd'hui, quand on prend sur une base 100 les revenus d'un territoire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour une entreprise, c'est à peu près la même chose, 80% des revenus d'un territoire viennent de l'extérieur, c'est-à-dire sont captés par le territoire. Et notamment parce que sur le territoire, vous avez des activités qui produisent de la valeur ajoutée, qui exportent cette valeur ajoutée. Vous avez des revenus publics qui ne sont pas produits par le territoire. Vous avez ces revenus sociaux, donc toutes ces aides qui viennent compléter les salaires. Et dans certains territoires, ces revenus non marchands sont supérieurs aux revenus marchands. Et puis, vous avez ce qu'on appelle, dans le gros du gros, c'est les revenus résidentiels. C'est-à-dire l'ensemble, c'est regroupé autour de 4 types de revenus, les retraites, les revenus pendulaires, le tourisme, bien entendu, et les revenus du capitaux et du foncier. Eh bien, vous voyez, quand vous comparez tous les territoires, toutes les échelles, quelques communes, communautés de communes, syndicats d'aménagement, régions, départements, etc., quand on compare l'ensemble de ces territoires, les revenus les plus importants, c'est les revenus qui sont issus du levier résidentiel. Alors, pour que vous ayez en tête, parce qu'il faut des ordres de grandeur. Hein. Les transferts sociaux aujourd'hui qui englobent aide sociale et retraite, c'est à peu près entre 800 et 900 milliards. Vous ajoutez le tourisme, le chiffre d'affaires à peu près du tourisme avant la crise du Covid, on est à 150, 160 milliards, à peu près 1000 milliards, c'est pratiquement la moitié du PIB. Donc ces revenus-là viennent irriguer l'économie des territoires. Et le problème qu'on a, c'est qu'on appelle en économie cette résidentialisation du modèle, c'est-à-dire que les territoires se détournent peu à peu de la production de valeur ajoutée et vers un modèle de consommation. Et en gros, c'est ce qui se passe plutôt pour votre territoire, et je reviendrai là-dessus. Autre élément qui est important, et la crise du Covid nous rappelle, parce que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on aurait dit que votre modèle, et finalement, se porte bien. Il est plutôt robuste. Mais la crise rappelle que, en fait, la convergence des crises écologiques, économiques et sociales fragilise les modèles comme le vôtre. Et je vous présenterai une carte de l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Et puis, ça, si on se projette maintenant vers l'action, ça signifie que pour la plupart de ces territoires,
on va devoir en fait repenser les modèles. Et repenser ces modèles, ça demande aussi changer le système de valeurs. Il faut aligner en fait le système de valeurs sur le changement de modèle. Alors, en gros, pour faire court et pour clôturer cette première partie, c'est que les territoires qui vont s'en sortir demain, c'est les territoires qui vont avoir une capacité à produire de la valeur ajoutée, à capter des revenus comme vous le faites, et vous verrez, vous êtes un champion du monde sur la captation des revenus. Mais il faut aussi pouvoir redistribuer ces revenus de façon, entre guillemets, équitable dans tout le territoire. Et là se pose un nouveau défi, c'est comment faire tout ça avec une gestion raisonnée des ressources au sens large, bien sûr humaines, etc. Donc si on peut passer à la diapo suivante, qui montre ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, on a lancé avec Olivier Portier, parce que ce diagnostic a été réalisé par lui, on a lancé un observatoire des impacts territoriaux de la crise. On est aidé par la Caisse des dépôts, l'ADCF, la DGCF et le CNAM, le laboratoire du CNAM. Et l'idée, c'est en gros de suivre les territoires pendant l'évolution de la crise et de voir comment on rebondit, quels sont ceux qui souffrent plus, etc. Alors, ce qu'on voit, c'est que le premier enseignement qu'on a, c'est que les territoires qui étaient bien portants avant la crise se retrouvent plutôt mal portants, enfin, plutôt en difficulté. Et là, je vous présente une carte qui représente l'évolution de l'emploi salarié depuis le 4e trimestre 2019 jusqu'au 2e trimestre 2020. D'accord ? Donc, on est après la première crise du Covid. Et en fait, on n'a que 16 territoires qui ont retrouvé leur niveau d'emploi. Et on voit que les territoires qui, dans l'ensemble, souffrent le plus, c'est plutôt les territoires de montagne. Donc, on voit bien les Alpes, mais on voit bien aussi les Pyrénées. Et donc, c'est aussi ces modèles qui marchent sur une jambe. Si vous étiez un individu, on dit souvent un territoire, il faut qu'il ait à la fois la jambe productive et la jambe résidentielle. Bien, vous fonctionnez pratiquement que sur une jambe. Donc, si on peut aller passer à la diapo d'après. Pourquoi je dis ça? Voilà. Et je dis ça parce que la diapo d'après, elle n'y est pas. Si. Ça arrive, c'est juste que arrive. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de dire maintenant qu'on sait à peu près tout ça, il faut se mettre dans la tête que vous êtes un modèle trop dépendant du levier résidentiel. C'est jamais très bon et c'est ce que la crise, évidemment, met en évidence. Mais j'attire votre attention que s'il n'y avait pas eu cette crise, je pense qu'on n'aurait pas perçu les choses de façon aussi aiguë. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que toujours sur cette idée de revenus, quand on regarde les revenus d'un territoire, et c'est quand même la variable la plus intéressante lorsqu'on est à des échelles micro. À une échelle de nation, le PIB est beaucoup plus intéressant. Mais là, à votre échelle, c'est les revenus qui sont vraiment clés parce que c'est ce qui fait le développement. 94% des revenus captés viennent de cette sphère résidentielle. C'est-à-dire, je vous le rappelle, sur une base, encore une fois, sur une base de 100, 94% viennent de cette sphère résidentielle. Retraite, tourisme, pendulaire, c'est-à-dire les gens qui habitent et travaillent sur des territoires différents, et les revenus des capitaux et fonciers qui sont en général très marginaux. Mais sur ces 94%, 87% viennent du tourisme. Donc si le tourisme s'effondre, c'est toute l'économie qui s'effondre. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est là qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de plus que vous savez déjà. Mais il y a deux autres éléments qui sont intéressants. Quand on additionne l'ensemble des revenus que vous captez et qu'on ramène ces revenus au nombre d'habitants et par an, on a un indicateur qu'on appelle un potentiel de captation. Et quand on vous compare à d'autres territoires, on constate que vous captez 86 585 € de plus par an et par habitant que la moyenne des communautés de communes. Donc, vous êtes riche, c'est-à-dire que quand on regarde ça, vous êtes riche, vous avez pas mal d'argent par rapport à d'autres territoires. Il y a un truc, et un autre chiffre qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que vous faites de cet argent? Comment vous le réinjectez dans l'économie locale? Et comment vous générez? Alors, on prend un indicateur pour mesurer ça, on appelle ça, nous, dans notre jargon, la propension locale à consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, avec tout cet argent, on prend un ratio, est-ce qu'on génère de l'emploi présentiel? Un emploi présentiel, c'est un emploi qui est destiné à satisfaire les besoins des populations locales. Et l'INSEE établit une liste, alors boulanger, médecin, etc. Plus vous avez
de ce type d'emploi, plus ça signifie que votre économie locale fonctionne bien. C'est que vous réinjectez suffisamment bien l'argent que vous captez dans cette économie locale. Eh bien, quand on vous compare à d'autres territoires, on constate que vous avez, il vous faut plus d'argent que les autres pour générer un emploi présentiel. Alors, j'ai mis le chiffre, mais ce n'est pas important le chiffre, c'est juste savoir que vous avez besoin de beaucoup plus d'argent pour générer un emploi présentiel. Et que ça tient à votre modèle. Si vous restez sur ce modèle, qui est intéressant parce qu'il vous permet de capter des revenus qui viennent de l'extérieur, mais que vous ne réinjectez pas suffisamment ces revenus dans votre économie locale, eh bien, vous aurez pénalisé 2 fois. Une fois parce que les flux vont se tarir si la crise continue, et une deuxième fois parce que le peu d'argent qui va arriver, vous ne saurez pas bien le réinjecter dans l'économie locale pour créer de la richesse et des emplois présentiels. Voilà, j'ai à peu près terminé. Merci Vincent. Merci pour cette présentation très enrichissante. Je vais maintenant faire le lien. On a parlé des grandes tendances. On est allé se projeter sur votre territoire avec des données économiques effectivement très pertinentes. On va passer à la présentation de la vision tourisme de votre territoire. Alors déjà avec un petit film, il y a une vidéo qui vous sera présentée et puis la présentation par Nathalie ensuite de cette vision qui a été écrite dernièrement. Oui, Nathalie. Merci. Changement de cap radical. Voilà, donc vous avez eu à la fois des tendances, vous avez eu une vision économique. Alors, ce n'est pas une vision, hein, désolé, c'est vraiment un diagnostic. Alors, la manière dont c'est présenté met bien en présence les difficultés qu'on peut avoir, effectivement, si on ne prend pas notre destin en main. On réfléchit à tout ça, hein, évidemment, tous les élus sont mobilisés sur ces réflexions. Et l'enjeu de ces assises, encore une fois, hein, c'est bien de poser les vrais problèmes, les vrais enjeux. Mais pour le moment, ce que je vous propose, c'est du redéploiement. C'est un peu du rêve, mais c'est aussi une vision politique qui traduit comment on perçoit notre territoire à 10 ans. Cette vision a été développée en concertation avec les élus. Elle a été votée, hein, par ailleurs. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est la traduction de cette vision en images, en musique, en paroles, avec énormément de photos produites par nos photographes locaux. On va nommer M. Viard et M. Simon, notamment. J'espère que j'oublie personne. Voilà, avec un texte qui est issu de la vision elle-même qu'on verra in extenso après la projection de cette vidéo. Et je voudrais saluer le travail phénoménal que a accompli en termes de coordination de tous ces éléments. Elle a travaillé relativement tard pour la mettre en forme avec une agence de Chambéry et une voix d'une personne qui est issue de Maurienne, qui vit à Chambéry. Donc voilà, on reste bien à savoir. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que la musique, le son seront bien embarqués, Anne. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu de rêve. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Nous sommes la Haute-Maurienne vanoise. Pourquoi une vision du tourisme à horizon 2030 ? En partageant une vision à long terme du tourisme sur notre territoire, ayons l'ambition de rassembler nos forces vives au sein d'un même élan. En lien avec les aspirations de la société d'aujourd'hui, la vision du tourisme en Haute-Maurienne vanoise à l'horizon 2030 reflète une ambition humaine, économique et environnementale. Oui, l'humain est au sommet. Nous sommes tous au sommet. Et nous faisons le choix, ensemble, d'un développement maîtrisé, d'un environnement préservé, car c'est lui qui nous fait vivre, et d'être agile face aux changements climatiques et autres incertitudes qui peuvent nous affecter et modifier la vie de notre vallée. Prêt pour imaginer le tourisme en Haute-Maurienne vanoise en 2030 ? En 2030, on vivra et on viendra ici, et nulle part ailleurs pour glisser inlassablement dans le Grand Blanc, explorer la montagne été comme hiver, en quête de plaisir et d'inattendu. Tutoyer les sommets,
et écouter ce que les glaciers ont à nous raconter. Draguer les bouquetins et danser avec la nature. Vivre des expériences fortes et baroques, vraiment baroques. Goûter les saveurs d'ici et sentir les 1000 parfums de la nature et du terroir. Rencontrer les gens d'ici et d'ailleurs. Se la rouler douce. Se blottir sous une couette douillette et prendre le temps de regarder par la fenêtre. Se retrouver soi-même et avec ceux qu'on aime. Échapper à la folie du monde et se connecter à l'univers. Nous sommes la Haute-Maurienne vanoise, en chemin, ensemble, pour devenir une destination alpine à la pointe du développement durable. Moi, ça me plaît. Ça résume excellemment bien le texte de la vision que je vais vous présenter maintenant, mais on est preneur évidemment de vos commentaires dans le chat. Voilà, donc oui, je vois les premiers commentaires qui affluent. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous présenter le texte lui-même de cette vision, en sachant qu'il va fournir le cadre à notre réflexion pour poser la stratégie 2021-2027, notamment en termes de stratégie touristique. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir des produits dérivés à cette vision. Donc, non seulement elle va exister en plaquettes, donc en plaquettes de type A3, mais il va y avoir des petites vignettes. Donc, je ne sais pas, Solène, si on pourra les produire ce matin, mais en tout état de cause, vous pourrez relayer non seulement la vidéo sur vos propres réseaux sociaux, mais également ces fameuses petites vignettes qui illustrent les particularités de notre territoire. Donc, en préambule, sur cette slide, ce que vous voyez, c'est vraiment le chapeau de cette vision où on marque bien l'équilibre entre les trois types d'ambitions, à la fois humaine, économique et environnementale. Et il n'y en a pas une qui se développe au détriment d'une autre. Et en tout état de cause, les élus n'ont pas fait le choix de prôner le tout-va économique ou le tout-va environnemental au détriment de l'ambition humaine. Donc, c'est pour ça qu'on passe un peu sur ce texte qui paraît un petit peu standard, pourquoi pas, mais il est important de bien noter qu'il y a ces trois facteurs et on veut les maintenir. On marque également l'action collective, le poids du collectif et l'agilité face à l'ensemble des changements. Alors évidemment, hier, j'ai bien souligné que c'était un moment cathartique où on faisait un moment de purge de ce qui s'était passé, etc. Et il y a eu des réactions dans le chat sur attention, ne surréagissons pas par rapport à la pandémie, à ce contexte-là. Mais en tout état de cause, on comprend bien qu'aujourd'hui, il nous faut être de plus en plus agile, pas seulement vis-à-vis du contexte pandémique, mais on vient bien de voir dans les tendances macro que Laureline vient d'exposer, que ces grandes tendances-là, elles arrivent en masse, elles nous impactent tous les jours et qu'aujourd'hui, eh bien, des actions d'associations, d'organismes ou des unions citoyennes, etc., ont un poids politique qui devient de plus en plus important et il nous faut être agile, nous, dans notre capacité de réponse et de réponse solidaire, organisée en termes d'acceptation de changement et de préparation vis-à-vis de cette stratégie touristique. Donc, j'espère que ça, on va pouvoir le mettre en place. Si tu veux bien... Donc, dans le terme destination tourisme alpin à la pointe du développement durable, dans cette projection à vision 2030, la préservation de l'environnement, c'est vraiment l'élément moteur qui fait qu'on va pouvoir préserver à la fois notre économie, mais surtout on démontre qu'on n'a plus le choix de toute façon si on veut maintenir nos populations, attirer nos clients, et faire en sorte que nos territoires restent vivables. Je vais passer un peu rapidement sur l'ensemble des points. Donc, du coup, par effet de conséquence,
il faut que l'ensemble de nos offres soient en phase avec l'évolution des attentes. Donc, je ne vais pas me contenter de lire ce que vous pouvez voir ici, mais en tout état de cause, sachez bien que dans les stratégies développées à l'échelle de la communauté de communes et traduites par l'Office de tourisme intercommunal, il y a bien la prise en compte de l'ensemble de ces sensibilités. Anne, si tu veux bien. Oui, alors derrière, ce sont les vignettes des expériences. D'accord. Donc, du coup, voici quelques... Alors, il n'y en a que quelques-unes. Hein. Je crois qu'on travaille sur un package d'une douzaine de vignettes. Donc là, vous en voyez quelques-unes en premium, je dirais. Donc, elles ont un format téléphone portable. L'objectif de ces vignettes, c'est vraiment de vendre la destination Haute-Maurienne-Vanoise. Alors, quand je dis vendre, hein, la communauté de communes ne se substitue absolument pas à l'Office de tourisme intercommunal, hein, ce n'est pas du tout l'enjeu, mais c'est des complémentarités qui sont illustrées. Haute-Maurienne-Vanoise, comme on l'indiquait dans le communiqué de presse, c'est une destination qui chemine, hein, qui n'est pas forcément très, très célèbre. Donc, du coup, on compte un peu sur vous tous pour relayer non seulement la vidéo que vous avez vue, mais ces vignettes, y compris la plaquette de la vision, pour que HMV vraiment devienne beaucoup plus célèbre qu'aujourd'hui. Donc, vous avez la connexion à l'univers, glisser inlassablement dans le Grand Blanc, draguer les bouquetins, tutoyer les sommets, écouter ce que les glaciers ont à nous raconter. Donc ça, ce sont des extraits de la vidéo qu'on reprend dans une imagerie simple, claire, nette, belle, signifiante, voilà, pour illustrer les expériences uniques de notre territoire.